les organismes internationaux commencent à avoir une emprise importante sur les décisions qui affectent les populations là, de façon très directe. Je ne vais pas faire une longue démonstration à cet égard-là. Je vais vous donner quelques exemples. Le prix des œufs et du lait n'est pas déterminé à Québec ou à Ottawa. Il est déterminé à Genève. C'est à Genève, d'abord, qu'on a changé les quotas en droits de douane très élevés et qu'on détermine le rythme de réduction de ces droits de douane-là. Je n'ai pas regardé ça récemment, mais sur le lait, les droits de douane étaient quelque chose comme 300%. Il n'y a pas beaucoup de lait qui passait. Ça s'appelle la gestion de l'offre, dont on parle. Dont on parle beaucoup. Oui, sur le plan des gaz à effet de serre, non seulement on attend la suite de Kyoto, mais d'autre part, on attend de savoir s'il va y avoir des pénalités, comme c'est prévu, à l'égard de ceux qui n'auront pas suivi la procédure de Kyoto, les objectifs de Kyoto plutôt. L'Organisation mondiale du commerce domine maintenant la scène internationale. C'est l'organisme de régulation certainement le plus efficace. Efficace parce qu'il fonctionne par consensus. S'il n'y a pas de... il y a 150 membres hein, dans l'Organisation mondiale du commerce. Tout le monde n'y est pas. Il faut montrer patte blanche pour y rentrer. La Chine a pris plusieurs années hein, d'efforts pour rentrer et d'être acceptée par l'OMC. Mais une fois que vous êtes dedans, personne n'a le goût d'en sortir. Parce qu'il y a une telle différence entre les avantages de ceux qui sont membres du club et le traitement de ceux qui sont en dehors du club, qu'une fois que vous êtes dedans, vous n'en sortez plus. Vous n'avez pas le goût d'en sortir. Et ça fonctionne par consensus. C'est pas l'unanimité. C'est pour faire l'angélisme ici. C'est sûr que si, pour une mesure particulière, le Guatemala n'est pas d'accord, ça va passer. Si au contraire, les États-Unis ne sont pas d'accord, ça ne passera pas. C'est certain. Mais le consensus, néanmoins, tend à protéger les petits contre les gros. On s'imagine que dans des forums comme ceux-là, le petit se fait écraser. Non, il se fait bien moins écraser que dans un système qui n'a pas de règles. Là encore, il faut faire l'angélisme. Il faut comprendre qu'il y a une espèce de code qui est en train de s'établir avec des pénalités qui commencent à mordre. Il y a des exceptions. Le bois d'œuvre en est une. Les États-Unis nous ont envoyé paître alors ils perdaient procès sur procès, ça avait d'importance. Ils s'en fichaient. Mais ce sont des événements relativement beaucoup plus rares. Il s'est produit quelque chose d'absolument étonnant il y a 4 ans, 5 ans, au moment où commence la ronde dite de Doha. Il y a des rondes de négociations périodiques entre tous les membres. 4 petits pays africains du sud du Sahara vivent pour une bonne part, leur population vit pour une bonne part du coton. Ils ont toutes les difficultés du monde à exporter leur coton parce que les Américains les battent toujours au poteau, arrivent toujours avec des prix plus bas. Ils font faire une étude par Oxfam qui démontre ceci, que chaque année, les Américains distribuent à 25 000 de leurs producteurs de coton, 25 000 personnes, 4 milliards de dollars de subventions. Évidemment, les Africains partent battus. Ils protestent. Le négociateur en chef des États-Unis leur dit de changer de culture s'ils sont pas contents.
Dans ces conditions, ils vont voir ce qu'on appelle le BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, leur présentent le cas. Ces 4 grands pays font pression sur les États-Unis. Les États-Unis continuent de refuser. À ce moment-là, les 4 pays en question, si vous me passez l'expression vulgaire, tirent la plug et toute cette ronde s'arrête. Mondialement. Je vais oublier des exemples comme ça. Quand on nous dit, mais si vous êtes tout seul dans le vaste monde, qu'est-ce qui va vous arriver? Il ne faut pas se prendre pour plus petit qu'on est. Il y a des règles à comprendre. C'est affreusement compliqué, ces règles-là. Louise Baudouin, avant que le Parti québécois ne perde le pouvoir, Louise Baudouin avait fait accepter de faire monter par le gouvernement du Québec un observatoire de mondialisation. Justement pour regrouper des gens qui sont capables d'analyser toute la complexité de cette multitude d'accords qui, encore une fois, affectent notre vie de tous les jours. Un des premiers gestes du Parti libéral en prenant le pouvoir, c'était de supprimer l'Organisation mondiale du commerce parce que ça coûtait trop cher. Ça coûtait pas tout à fait 1 million, je pense. Non, ridicule, je ne sais pas. Mais ce sont... Là, il y a ça. Mais l'Organisation mondiale du commerce, elle est basée sur des principes qui sont très malaisés à appliquer à certains produits ou à certains services. Un de ces principes-là, c'est le traitement de la nation d'abord, c'est la non-discrimination. Les pays peuvent rentrer avec toute espèce d'éléments de discrimination dans l'entente, mais ils ne peuvent plus jamais augmenter les barrières, ils ne peuvent que les réduire. Le principe de base, c'est pas de discrimination. Pensez à quel point c'est fou quand vous cherchez à monter une politique culturelle. Politique culturelle, c'est basé par définition sur la discrimination entre vos artistes et les artistes étrangers. Or, ça, c'est absolument contraire à la lettre de l'OMC. Regardez ce que ça donne quand on n'est pas en position de fonctionner comme un pays. Le Québec va mettre au point le projet de traité sur la diversité culturelle qui justement reconnaît la discrimination. L'instrument lui-même a été mis au point par un professeur de l'Université Laval. Il a été poussé dans les forums internationaux par Louise Baudouin, qui était ministre des Affaires internationales du Québec à ce moment-là. Louise Baudouin s'est entendue avec le gouvernement français. Là, on a commencé à faire basculer toute la francophonie pour faire reconnaître que l'Organisation mondiale du commerce n'était pas habilitée à suivre ces choses-là, à appliquer ses principes à la culture. Point tournant a été une décision de l'Allemagne d'entrer dans le consensus qui se dessinait. Les Américains qui accordent une importance considérable à ça ont décidé de revenir à l'UNESCO, qui était chargé d'appliquer le nouveau processus, le nouveau traité. Alors, Mme Bush s'est amenée avec la délégation américaine qui avait quitté la table 23 ans auparavant. Il ne faut jamais oublier que le cinéma, puis les DVD, puis ces machins-là, les vidéos, c'est une des exportations les plus importantes des États-Unis dans le monde. C'est extraordinaire, littéralement, ce qu'un petit nombre de Québécois ont pu faire dans ce domaine-là. Et alors, le texte sort. Et il accorde à chacun des pays une responsabilité à l'égard de la diversité culturelle. Alors, le pays, il s'appelle le Canada, qui est évidemment très enthousiaste et qui reçoit dans l'honneur et l'enthousiasme, comme disait l'autre, la sauvegarde de la langue française au Québec.
forcément, c'est lui le pays. On arrive à des folies douces. On est en plein dans des discussions au sujet de l'environnement, des gaz à effet de serre extraordinaires. Il y a un mois et demi est sorti un rapport conjoint des Nations Unies et de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, où l'OMC reconnaît que les ententes internationales sur l'environnement auront automatiquement préséance sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce. C'est wow! C'est littéralement énorme. Le gouvernement de Québec, avec l'aide de tous les partis, la loi qui a été passée en juin 2009 à Québec, autorise la mise en place d'une réglementation d'un vrai pays, mais qui, en un certain sens, est au conditionnel, ne pourra s'appliquer qu'au Québec, si tant est qu'on est capable de se faire reconnaître comme quasi-pays. On n'est pas encore certain. Donc, il y a ça. La mondialisation qui va s'étendre, de plus en plus de pouvoir aux organisations internationales, de plus en plus d'importance pour chaque nouveau pays de faire partie de ces organismes-là. De plus en plus d'inconvénients à ne pas pouvoir en faire partie. Ça, c'est une chose. C'est tout à fait nouveau par rapport à 1995. Aucun rapport. Deuxième chose, les querelles internes ont repris sur des bases différentes de celles d'autrefois, mais avec des conséquences de plus en plus dramatiques pour les gens, pour le monde. Je pense ici à ce système de plus en plus bizarre dans le monde d'aujourd'hui, où l'assurance chômage, qu'on appelle pudiquement l'assurance emploi, où l'assurance chômage est séparée de toutes les techniques de formation de main-d'œuvre, de tous les systèmes de formation de main-d'œuvre. Ça devient dramatique, ça. Oui, quand la récession actuelle a commencé, la moitié des chômeurs n'étaient pas couverts par l'assurance chômage, l'assurance emploi. La moitié. D'autre part, il n'y a aucun système général au Québec s'appliquant à tout le monde qui fait qu'on amène un jeune à se préparer à un métier correctement. Il n'y a aucun système général qui permet à un individu, ou bien en tout temps, de pouvoir approfondir ses connaissances dans son métier ou de changer de métier. Ça, mes amis, ça devient absurde. C'est un problème que les pays industriels, les uns après les autres, arrivent à organiser. Que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Allemagne, en France, ils ont commencé il n'y a pas longtemps. Nous, on est encore nulle part avec ça, à cause essentiellement des querelles fédérales provinciales. Il n'y a pas d'autre raison. Il y a quelque chose de dramatique de penser qu'en pleine récession, la liaison de l'assurance-emploi et de la formation professionnelle est devenue une sorte d'enjeu pour déterminer quand le gouvernement conservateur tomberait, ou bien s'il tomberait. Il y a quelque chose d'aberrant de penser que M. Charest, à la réunion du secrétariat, comment ça s'appelle, de la Confédération, là, ou de la Fédération, je ne sais plus, cet été, dit qu'il faudrait peut-être essayer de relier la formation professionnelle et l'assurance-emploi.
puis ça, c'est tombé sur la table, je m'entends parler. C'est honteux. Là, on se comprend, il y a quelque chose qu'on ne peut pas régler autrement qu'avec un gouvernement. Il faut qu'un gouvernement mette les morceaux du puzzle ensemble. Là, on fait payer par des centaines de milliers de gens, et qui ne sont pas nécessairement les mêmes de récession en récession, et qui ne devraient pas être assujettis à des mesures qu'on prend uniquement quand ça va mal. C'est l'entraînement de gens qui veulent changer de métier parce qu'ils disent qu'il n'y a pas moins d'avenir dans celui-là. Dans celui-là, il y en aurait davantage. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelque chose d'irresponsable. Et il faut se rendre compte, là, à quel point c'est effrayant de penser qu'à la commission scolaire de Montréal, 36% des gars, après 5 ans de secondaire, il y a seulement 36% des gars qui obtiennent leur diplôme de secondaire 5, après 5 ans. Après 7 ans, on est toujours pas rendu à 50%. Le chiffre correspondant pour les anglophones des écoles publiques de Montréal, c'est 67. On joue avec le feu. Ça n'a pas de bon sens qu'on ait à ce point loupé le système de formation professionnelle dans une société qu'on voit apparaître des phénomènes comme ceux-là. Ce qu'il nous faut à l'heure actuelle, c'est une révolution dans ce domaine de la même intensité que la révolution scolaire des années 60, la révolution tranquille. Je vous rappelle, on a toujours l'habitude maintenant de considérer que tout est devenu impossible au Québec, que tout est lent, que rien n'aboutit. Je vous rappelle qu'en 3 ans, excusez-moi, en 5 ans, dans les années 60, en 5 ans, on a triplé le nombre d'élèves au secondaire. Triplé en 5 ans. Ces opérations-là se font à une condition, c'est qu'il y ait un gouvernement. À cette époque-là, la force du gouvernement de Québec était telle, et la faiblesse du gouvernement fédéral était tellement avérée, il y avait moyen d'avancer, mais surtout, il y avait la volonté d'avancer. Là, maintenant que les positions des deux gouvernements l'un par rapport à l'autre sont devenues une véritable guerre de tranchées, on ne sait même plus si on a l'énergie de procéder. Mais c'est majeur. On ne peut pas laisser les choses se détériorer comme celle-là. Alors oui, on est en face d'une situation complètement nouvelle, où on n'est plus en face des mêmes responsables. Sur le plan international ou sur le plan interne, il nous faut de nouvelles prises de conscience, de nouveaux instruments. Et puis, le moyen de faire comprendre aux gens ce nouveau monde dans lequel nous vivons. Ça va être un exercice compliqué. On ne peut plus faire maintenant ce qu'on faisait dans les années, à la fin des années 70, ou la campagne référendaire de 1980, c'est avoir des arguments trop simples, ça a évolué. Quand Jean Chrétien, en 1980, disait « Si vous sortez du Canada, vous allez payer votre gaz plus cher », il avait raison. Mais comme argument, c'était un peu court. Les gens sont devenus plus sophistiqués maintenant, ils comprennent bien davantage ces choses-là. Bon, les peurs, on cherchait à manifester auprès surtout des francophones, parce que toutes ces peurs-là, ça s'adressait à eux. Moi, quand en 1995, c'était dans ce crève-cœur un référendum perdu par 6/10 d'1%,
j'ai vu que, néanmoins, 61% des francophones avaient voté oui, 68% à Montréal, sur l'île de Montréal. Je me suis dit quand même, les gens cessent d'avoir peur. Les peurs ne marcheront plus maintenant, pas les mêmes en tout cas. On ne pourra plus faire voter les gens en disant dans un centre d'accueil, et puis si vous votez pour le Parti québécois, vous allez, ou le Bloc québécois, vous allez perdre vos pensions. Ça ne marchera plus ça. Mais il y a, et fondamental, on va se comprendre aux Québécois dans quel nouveau monde ils vivent et que l'indépendance de leur pays est le phénomène le plus normal qui soit, le plus courant, le plus habituel, que le monde entier le fait et y arrive, et que nous, là, avec toutes les hésitations qu'on peut avoir de temps à autre, il est temps aussi qu'on aborde la troisième période, puis une troisième période victorieuse. Merci. Alors, quand on a décidé d'une période de questions, on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais si c'est toujours dans les plans, je suis à votre disposition. Mais il y a quelqu'un qui va avoir à désigner ceux qui ont la parole, parce que je ne vous vois pas du tout. Allez-y, M. Parizeau. Oui. Vous vous adressez à des gens qui sont raisonnables. J'ai apprécié beaucoup votre discours. Et je me demande tout le temps, c'est une question qui me revient incessamment. Comment fait-on un pays quand il y a 50% d'analphabètes? 50% de? D'analphabètes. Ah! Il n'y a pas 50% d'analphabètes. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas jongler. Le pessimisme, là. Le pessimisme, c'est la principale arme, je pense, dont on se sert ces temps-ci pour essayer d'amener les Québécois à renoncer à la souveraineté du Québec. Regardez. Quelques exemples. Il paraît que le fardeau de la dette est épouvantable au Québec. Il paraît que c'est le pire dans les Amériques. Enfin, dans l'Amérique du Nord. Alors, regardons bien. On prend la dette, on prend la définition de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. L'OCDE, c'est le regroupement de tous les grands pays industriels à travers le monde. On prend la définition de ce que c'est que la dette de l'OCDE, telle qu'elle. On le calcule pour le Québec
en ajoutant à ça notre part de la dette fédérale. Parfait. Est-ce qu'on a une dette plus grande que celle du gouvernement fédéral, excusez-moi, que celle du Canada sans Québec? Oui, nous avons une dette plus grande que celle du Canada tout entier, sans Québec, pardon. C'est vrai. Mais notre dette québécoise est à peu près à 30% du PIB, alors que pour l'ensemble des pays de l'OCDE, les pays européens, l'Amérique du Nord, la Corée du Sud, etc., pour l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est 46% du PIB. On est à 30. Le monde entier industriel est à 46, puis on braille. C'est vrai que le Canada, à cause des surplus énormes que le fédéral a fait, à même l'assurance emploi, ce qui est un vrai scandale, et à cause du pétrole de l'Alberta, surtout, a une dette remarquablement basse. C'est un phénomène dans le G7 ou dans l'OCDE. C'est un phénomène. Nous ne sommes pas phénoménaux. Nous sommes simplement meilleurs que la moyenne des autres. Bon, l'histoire de l'analphabétisme, c'est du même ordre. Vous comprenez bien que si la moitié de la population était analphabète, ça se saurait. Vous vous rendez compte, là? Hein? Ce qu'il y a de dramatique, c'est pas l'analphabétisme. C'est l'échec personnel, les conséquences que ça a de se casser la figure. C'est le décrochage. Puis le retour, après qu'on se soit poqué pendant 3-4 ans, le retour des cours d'adultes dans la commission scolaire pour essayer de décrocher en peine secondaire 5 parce qu'on s'est rendu compte que sans secondaire 5, on ne peut pas aller bien loin. C'est ça qui est dramatique. Parce que ça laisse des traces, ça, cet échec-là. Il faut faire attention. Là, oui, mais on peut prendre ça comme ceci. Oui, on peut prendre ça comme un phénomène de aboutissant à une espèce de découragement général, ou bien une réaction de gens qui se disent, bon, on a un sacré problème, on se relève les manches, puis on le règle. Bravo! Non, c'est le que je dis. Pendant la Révolution tranquille, là, le long des routes, il y avait des panneaux sur lesquels on pouvait lire du ministère de l'Éducation qui s'instruit s'enrichir. Ah oui. Puis, c'est très bien. Monsieur? Oui. Jacques Beaumier, Conseil de la souveraineté de la capitale nationale. M. Pazot, vous avez terminé votre introduction en nous disant que les anciennes peurs, celles de 80 et de 95, ne seraient plus opérantes et qu'il y en aurait peut-être des nouvelles. Vous avez en partie abordé le sujet en parlant de la dette. Est-ce que la question des finances publiques n'est pas devenue une nouvelle peur qu'on brandit devant les Québécois? Et est-ce que le mouvement souverainiste n'est pas inconfortable avec cette question des finances publiques? Dans l'état actuel et le débat qui s'amorce présentement au Québec sur cette question. Oui, je ne veux pas me faire enguirlander par l'ordre des comptables. Mais c'est vrai que les comptables jouent un rôle absolument exorbitant dans la société québécoise depuis un certain nombre d'années. On finit par plus être capable de parler de quoi que ce soit sans que quelqu'un dise combien ça coûte. Hein? Est-ce qu'on parle d'argent? Vous avez raison. Je pense qu'on a eu tort de transformer le déficit zéro en religion. Parce que là, tout le monde est pris avec cette affaire-là, où il n'y a pas de gouvernement qui lui dit regardez le débat là, pour est-ce qu'on a raison d'avoir un déficit en période de récession? Mais oui, on a raison. Hein? J'espère qu'on ne va pas avoir des surplus quand il y a une récession. Hein? On ne va pas augmenter les taxes et baisser les dépenses.
Au contraire, quand ça va beaucoup mieux, là, c'est le moment d'augmenter les recettes et puis d'augmenter les dépenses en même temps, mais que l'une augmente plus rapidement que l'autre, de façon à ce que d'abord le déficit se comble, puis ensuite on fasse des surplus. Il ne faut pas viser le retour à l'équilibre budgétaire. Tout est croche dans cette affaire-là. On n'a pas besoin de revenir à l'équilibre budgétaire, c'est bien plus que ça. La chose normale à faire, c'est d'avoir des déficits quand il y a une récession, et des surplus quand ça va bien. Puis pas cacher des réserves que vous envoyez à Toronto. On peut essayer de jouer avec les chiffres, ça devient ridicule, cette affaire-là. Je sors, dans un mois, là, je sors un livre ou un chapitre qui me plaît beaucoup là, à cet égard-là. Je ne sais pas si, même si vous ne voulez pas acheter le livre, au moins découper ce chapitre-là. Oui.